Ce lundi 4 août 2025, les téléspectateurs des 12 coups de midi s'apprêtent à vivre une émission comme les autres, un jeu des questions des sourires des candidats anonymes qui viennent tenter leur chance sous les projecteurs de TF1. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que derrière l'ambiance bon enfant et les échanges légers se cache une révélation qui va faire trembler les coulisses du petit écran. Une de ces anecdotes qui paraissent anodines sur le moment, mais qui en réalité ouvrent une porte dérobée sur les dessous de la télévision française. Ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Reichmann laisse échapper un détail qui dépasse le simple cadre du divertissement, mais ce jour-là, sans que personne ne s'y attende, il va prononcer un surnom qui va figer les sourires dans le public et semer le trouble chez les fans les plus attentifs. Un surnom qui claque comme une vieille rumeur remontant à la surface, un surnom qui concerne une animatrice emblématique de TF1 dont la carrière semble impeccable, mais qui, dans le secret des couloirs, porte un autre visage, Sandrine Quétier, cette figure familière des saisons de danse avec les stars. Cette professionnelle adulée du prime time serait surnommée Kékette dans les cercles fermés de la profession. Et ce n'est pas un hasard si cette confidence survient au moment même où la candidate Fanny, la veille, racontait une histoire d'amour improbable avec un pompier qui l'avait retrouvée grâce à des complicités policières. La question qui se pose est alors simple. Ce surnom jeté avec légèreté sur le plateau est-il seulement une blague de potache ou cachet? Une vieille histoire que l'on préfère oublier, une habitude ancrée dans des pratiques de coulisses que le grand public ne voit jamais. Jean-Luc Reichmann, qui connaît bien Sandrine Quétier, pour avoir partagé l'écran avec elle, dans Léo Mattei, sait pertinemment qu'en prononçant ce mot, il déclenche plus qu'un simple rire. Il ravive un souvenir que certains auraient préféré garder dans l'ombre et soudain, les spectateurs se demandent si cette émission n'est pas en train de leur livrer un indice involontaire sur les véritables relations qui gouvernent les grandes figures de la télévision française et sur ces surnoms que l'on donne en privé mais que l'on évite soigneusement de prononcer à l'antenne, ce qui semble être un simple clin d'œil. Cache peut-être une histoire plus vaste, une de ces histoires que l'on chuchote derrière les portes closes et qui aujourd'hui commence à percer à la surface sans que personne ne puisse plus l'arrêter. Ce que personne n'ose dire à haute voix, ce que les caméras ne montrent jamais, ce sont ces pactes invisibles, ces silences complices qui protègent d'un système où les surnoms ne sont que la partie la plus douce d'un engrenage beaucoup plus brutal. Les réseaux de protection dans l'audiovisuel français fonctionnent comme des forteresses imprenables, où les noms, les réputations, les images publiques sont soigneusement verrouillés par des accords tacites. Il ne s'agit pas seulement de camaraderie ou de plaisanterie de coulisses, mais d'un véritable jeu d'influence où chaque figure médiatique est soit protégée, soit sacrifiée selon les besoins d'une industrie obsédée par le contrôle des apparences. Le cas de Sandrine Quétier n'est qu'un déclencheur, une mèche allumée qui révèle comment derrière les sourires de façade, les animatrices doivent composer avec des jeux de pouvoir. D'une violence insidieuse, plusieurs anciens membres de la production témoignent aujourd'hui sous couvert d'anonymat. Ils parlent de ces listes informelles de surnoms circulant entre producteurs et animateurs, des listes qui classent, cataloguent, réduisent certaines figures féminines à de simples étiquettes, des surnoms qui déterminent qui sera mis en avant, qui sera écarté, qui sera jugé trop gênante ou trop libre. Certains surnoms sont flatteurs, d'autres sont ouvertement dégradants. Et ce qui choque le plus, c'est la manière dont ces codes se transmettent de génération en génération, comme un héritage toxique qui s'insinue dans chaque réunion, chaque casting, chaque choix éditorial. Les témoignages évoquent aussi des pressions beaucoup plus sournoises, des mises en garde déguisées en conseils, des petites phrases murmurées dans les loges du type « Fais attention à ne pas trop te faire remarquer » ou encore « Tu sais comment ça se passe, si tu veux rester à l'écran ». Ces avertissements viennent de figures de l'ombre, de cadres de production, de directeurs artistiques, qui, sous couvert d'expérience, perpétuent des mécanismes d'intimidation feutrée, mais redoutablement efficace dans cet univers. Il n'est pas question de scandale ouvert, ni de violence visible. Tout est affaire de nuances, de suggestions, de regards appuyés. Et les surnoms, comme Kékette, deviennent des armes douces qui rappellent à celles qui montent trop vite qu'elles ne doivent pas oublier leur place. Certains parlent même d'un système de fiches internes où les comportements des animatrices sont notés, commentés, analysés, des fiches qui circulent entre les décideurs et qui influencent les carrières de manière invisible.
Ces documents jamais officiels, jamais avoués, servent de boussole pour orienter les trajectoires professionnelles selon des critères bien éloignés du mérite ou du talent. Ce sont des instruments de pouvoir discrets, mais d'une efficacité redoutable, car ils permettent de verrouiller les parcours, d'éliminer celles qui osent contester et de favoriser celles qui acceptent les règles tacites sans broncher. Ce qui rend l'affaire encore plus glaçante, c'est que ce système de fiches et de surnoms n'a jamais été remis en question, car il repose sur une culture du secret et de la connivence où tout le monde sait, mais où personne ne parle. Ce n'est que lorsque certaines brèches apparaissent, comme ce surnom, révélé en direct que la machine commence à grincer, qu'un malaise s'installe dans le public qui découvre, alors que derrière les paillettes, les jeux et les sourires se cachent une mécanique froide, où l'image des femmes est constamment surveillée, calibrée, contrôlée. Les rares animatrices qui ont tenté de dénoncer ces pratiques se sont heurtées à un mur de silence. Certaines ont vu leur contrat non renouvelé, d'autres ont été discrètement écartées des prime times relégués à des rôles secondaires, sous des prétextes fallacieux, comme une prétendue baisse d'audience ou une image devenue trop clivante. Et ce qui est frappant, c'est que dans ce monde ultra codifié, ce n'est jamais la vérité qui compte, mais la manière dont on la raconte. Les surnoms, les anecdotes, les petites histoires glissées entre deux tournages deviennent des outils de narration qui permettent de façonner des réputations, de détruire des carrières sans jamais avoir à se justifier publiquement. L'affaire du surnom, Kékette, ouvre donc une faille dans ce système parfaitement huilé, car en le prononçant à l'antenne, Jean-Luc Reichmann brise sans le vouloir une règle d'or, celle qui consiste à maintenir la frontière étanche entre ce qui se dit en coulisses et ce qui se montre à l'écran. Cette confusion des sphères met en lumière l'existence de ces codes internes et force les spectateurs à regarder au-delà de la surface de leurs émissions préférées. Soudain, ils comprennent que ce qu'on leur montre n'est qu'une façade. Et si ce simple surnom n'était que le sommet de l'iceberg, ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous imaginez. Abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations à venir.